En préparant un dîner pour la famille de mon mari, j'entends dans le jardin. Divorce avant qu'elle te piège. Juma, mais c'est ça, pas. Étienne répond. C'est en cours. On prendra la moitié de son entreprise. Je souris, cache ma douleur et planifie ma revanche. 30 messages désespérés suivent. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui. On ne sait pas toujours d'où vous nous suivez, alors dites-le nous en commentaire. Votre ville, votre région. Maintenant, place à l'histoire. Ville, votre fouchic. Je m'appelle Claire, j'ai 52 ans et je dirige une petite entreprise de traiteur à Dijon. Ce soir, notre maison de campagne, nichée dans les collines près de Beaune, accueille le dîner annuel de printemps pour la famille de mon mari, Étienne. Depuis l'aube, je m'active. Un coq au vin mijote doucement, son parfum emplit la cuisine et une tarte aux pommes dorées refroidit sur le comptoir. Tout est fait maison, comme toujours. Étienne, 54 ans, consultant en finance, arpente le salon, l'air absent. Il marmonne quelque chose sur un dossier urgent, mais je mets sa distance sur le compte du stress. Sa famille, exigeante et bourgeoise, a cet effet sur lui. Bernard et Hélène, ses parents, arrivent bientôt avec leur air de supériorité habituel. Philippe, son frère aîné, un notaire arrogant, sera là avec sa femme. Sophie, la cadette, encore étudiante en droit, est la seule à me sourire sincèrement. Depuis 20 ans, leur désapprobation de mon métier modeste me pique. Une cuisinière, murmure-t-il, comme si je n'avais pas bâti une entreprise prospère. Étienne m'a toujours défendu, du moins c'est ce que je croyais. Aujourd'hui, je doute. Je dresse la table avec notre belle vaisselle, un cadeau de mariage en porcelaine de Limoges, rarement utilisé. Chaque assiette est placée avec soin, les verres à vin scintillent sous le lustre. Je veux que tout soit parfait pour prouver que je suis à la hauteur malgré leur regard. Pourtant, une tension inexplicable me noue l'estomac. Ce n'est pas seulement la fatigue ou la pression du menu. C'est Étienne. Il évite mon regard, consulte son téléphone en siègette, répond par monosyllabe. Ce n'est pas son stress habituel, celui des échéances ou des réunions. C'est autre chose, plus profond, comme une fissure dans un mur qu'on ne voit qu'en s'approchant. Je lisse ma robe, ajuste une mèche de cheveux gris que je n'ai pas teint. Tout va bien ? Je lui demande, espérant un sourire. Il hoche la tête, vague, et sort vérifier le jardin. Seule dans la cuisine, je respire profondément. Ce dîner doit être parfait. Mais au fond de moi, une petite voix murmure. Quelque chose cloche, et ce n'est pas le coq au vin. Le parfum du coq au vin flotte encore dans l'air alors que je traverse la maison, les nerfs à vif. Cette tension inexplicable, ce regard fuyant d'Étienne, me hante. Je chasse ces pensées en me concentrant sur le dîner. La table est presque prête, mais il manque 2 chaises pour accueillir tout le monde. Je vais essayer les chercher dans le garage, dis-je à Étienne, qui hoche la tête sans me regarder, absorbé par son téléphone. Dehors, l'air frais du printemps bourguignon apaise à peine mon malaise. Le soleil couchant dore les collines et je m'arrête un instant près du jardin, là où les rosiers que j'ai plantés il y a 10 ans fleurissent encore. En approchant du garage, j'entends des voix près des haies. C'est Philippe, le frère d'Étienne, avec ce ton moqueur qui m'a toujours hérissé. Franchement, Étienne, je n'arrive pas à croire que tu restes avec cette femme. Papa a raison, divorce avant qu'elle ne te piège avec un enfant à ton âge. Mon cœur s'arrête. Je me fige, caché par l'ombre du mur. Étienne répond, sa voix froide, détachée, comme s'il parlait d'un contrat. C'est en cours. Mon avocat dit qu'on peut prendre la moitié de son entreprise. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Philippe ricane. Bien joué, Marc, et c'est tellement mieux pour toi. Il a du style, de l'ambition, pas comme ça. Marc. Ce nom me transperce. Il rit, complice, et chaque éclat de rire est une lame dans ma poitrine. 20 ans de mariage s'effondrent en un instant. Les nuits où je corrigeais les mémoires d'Étienne pour son diplôme de finance, les années où j'ai jonglé avec mon entreprise naissante pour payer notre loyer, les sacrifices pour qu'il brille dans son monde bourgeois. Tout cela n'était qu'un mensonge. Mes jambes tremblent, mais je ne peux pas m'effondrer. Pas maintenant. Je prends une grande inspiration, saisis les chaises pliantes dans le garage et retourne à l'intérieur. Mon reflet dans le miroir du couloir montre une femme au sourire parfait, mais à l'intérieur, c'est un champ de ruines. Dans la salle à manger, je pose les chaises, ajuste la vaisselle de Limoges. Hélène, la mère d'Étienne, critique déjà la disposition des fleurs sur la table. Bernard, son père, me lance une question sur mon petit commerce, son ton dégoulinant de condescendance. Je réponds poliment, ma voix calme alors que mon esprit hurle. Étienne entre, range son téléphone et nos regards se croisent. C'est-il que j'ai entendu? Son expression est neutre,
Mais je vois maintenant ce que j'ai ignoré, une distance calculée, un mépris voilé. Sophie, la sœur cadette, me sourit doucement, mais même son chaleur ne peut apaiser la tempête en moi. Je sers le coq au vin, tranche la tarte, ris aux blagues fades de Bernard. Chaque geste est mécanique. À un moment, Philippe lève son verre pour porter un toast. À la famille et au nouveau départ. Son regard fixé sur Étienne. Je cligne des yeux pour retenir mes larmes, lève mon verre et bois. 20 ans et je n'étais qu'une étape. Mais ce dîner n'est pas la fin. Quelque chose en moi se durcit. Ils pensent me briser, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le dîner s'achève dans un brouillard de sourires, forcés et de banalité. Alors que la famille d'Étienne s'en va, Philippe lance un dernier regard complice à son frère et je sens la bile monter dans ma gorge. Sophie, la seule à me serrer dans ses bras, murmure « Tu as tout géré à la perfection, Claire ». Ces mots sincères me brisent un peu plus. Étienne, déjà au téléphone, m'ignore tandis que je range la vaisselle de Limoges. Cette nuit-là, je ne dors pas. La conversation entendue près du jardin, divorce, la moitié de son entreprise, Marc, tourne en boucle dans ma tête. 20 ans de mariage, réduit à un complot. Les jours suivants, je scrute Étienne, cherchant des fissures dans son masque. Les signes que j'avais ignorés sautent aux yeux. Il verra son téléphone dès que j'entre dans la pièce, s'éclipse pour prendre des appels dans le bureau. Une fois, je l'entends rire doucement, un rire intime qui ne m'est plus destiné. Son excuse, un collègue, sonne creux. Je repense à ses absences ces derniers mois, à ses réunions tardives. Comment ai-je pu être si aveugle ? La maison de campagne, autrefois mon refuge, semble maintenant une scène de théâtre où je joue un rôle dont je ne connais plus les lignes. Une nuit, incapable de supporter cette incertitude, j'attends qu'Étienne dorme pour fouiller son ordinateur. Il a changé son mot de passe, mais après 3 essais, je devine. La date de sa promotion espérée. Ce que je découvre me coupe le souffle. Des emails à son avocat détaillent un plan. Divorcé après qu'il aura sécurisé un poste de directeur, utilisant mes revenus pour renforcer son dossier. Il a ouvert un compte bancaire secret où il a transféré 15 000 € de notre épargne commune, petit à petit, sous des prétextes de frais professionnels. Chaque virement est un coup de poignard. Pire encore, je trouve des messages avec Marc, l'ami de Philippe mentionné dans le jardin. Leur liaison dure depuis 8 mois. Les mots d'Étienne « Tu me fais sentir vivant, pas comme elle » me brûlent. Marc, un avocat d'affaires fortuné, est tout ce que la famille d'Étienne admire. Mais le coup le plus dur vient des dossiers sur mon entreprise. Étienne a falsifié des factures, modifiant des dates et des montants pour faire croire à une gestion chaotique. C'est un stratagème pour convaincre un juge que mon affaire, bâtie avec mes mains et mon cœur, est instable, justifiable de saisie. Je referme l'ordinateur, tremblante. La douleur est écrasante, comme si 20 ans de souvenirs, nos voyages en Provence, les nuits à rêver d'une retraite dans le Luberon, s'effondraient en cendres. Mais sous la peine, une colère froide grandit. Étienne pense que je suis une proie facile, une cuisinière sans ressources. Il se trompe. J'ai construit mon entreprise de rien, affronté des clients exigeants, survécu aux crises. Cette trahison ne me détruira pas. Je commence à noter chaque preuve, chaque email, chaque message. Ce n'est plus seulement mon mariage qui est en jeu. C'est ma vie et je vais la défendre. La colère qui bouillonne en moi depuis la découverte des emails et des messages d'Étienne ne s'apaise pas. Chaque matin, je me réveille avec le poids de sa trahison. Les 15 000 € volés, sa liaison avec Marc, les factures falsifiées pour détruire mon entreprise. Pourtant, je continue à jouer l'épouse dévouée, préparant son café, souriant lorsqu'il rentre de ses réunions tardives. La maison de campagne, avec ses rosiers et sa vaisselle de Limoges, est devenue un champ de bataille silencieux. Je note chaque preuve, construisant un rempart contre la tempête à venir. Mais Étienne et sa famille passent à l'attaque avant moi. Le samedi suivant, je supervise le buffet pour un gala de la mairie de Dijon, un contrat crucial pour mon entreprise. C'est une chance de briller, de prouver que ma petite cuisine vaut mieux que les jugements de Bernard et Hélène. Mais tout s'effondre. Les plats, préparés avec soin, arrivent à saboter. Le velouté de potimarron est immangeable, saturé de sel. Les tartelettes au citron, avariées, dégagent une odeur aigre. Les invités murmurent pour que les officiels me lancent des regards désapprobateurs. Pire, je surprends Philippe, présent comme notaire de la mairie, chuchoter à un client influent. Claire et ses dépassés, son entreprise coule. Les rumeurs se répandent comme un feu de forêt. Le lendemain, 2 clients annulent leur contrat. Mon entreprise, mon refuge, vacille. L'humiliation me consume, mais je reconnais la main d'Étienne. Lui seul a accès à ma cuisine.
Philippe n'a fait qu'amplifier le désastre. Ils veulent me briser avant que je ne riposte. Je refuse de céder. Le lundi, je prends rendez-vous avec une avocate, Dubois, recommandée par une amie. Dans son bureau austère, elle examine mes preuves. Email, relevé bancaire, message. Son verdict est clair. Mon entreprise, bâtie pendant notre mariage, est vulnérable. Étienne pourrait revendiquer la moitié de sa valeur, même s'il n'a jamais levé un doigt pour m'aider. Protégez vos actifs, vite, conseille-t-elle. Je passe à l'action. À la banque, je découvre qu'Étienne a tenté de contracter une hypothèque de 100 000 € sur notre maison de campagne, celle que j'ai achetée avec mes économies avant notre mariage. En tant que copropriétaire, il a failli réussir. Furieuse, je produis les documents prouvant ma propriété initiale et fais annuler la demande. Puis, je transfère la moitié de notre épargne restante, mes propres contributions, sur un compte personnel. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est de la survie. De retour chez moi, je franchis une ligne éthique. Discrètement, j'installe un enregistreur miniature dans le salon sous une étagère, là où Étienne prend ses appels secrets. C'est légal, mais cela me laisse un goût amer. Je repense au gala, à Philippe riant dans le jardin, à Marc, ce fantôme qui hante mon mariage. La douleur essaie toujours là, mais ma colère est plus forte. Ils veulent ça détruire ma vie. Je vais leur montrer que Claire, la cuisinière, sait se battre. Le sabotage du gala de la mairie brûle encore dans ma mémoire, tout comme les rires de Philippe et Étienne dans le jardin, les emails à l'avocat, les 15 000 € envolés, l'enregistreur caché dans le salon et c'est ma première arme. Mais la guerre que mène Étienne s'intensifie. Je passe mes journées à sécuriser mon entreprise, vérifiant chaque facture après ses falsifications et mes nuits à scruter son comportement. Il reste impassible, me demandant comment s'est passé mon petit événement avec un sourire narquois. La maison de campagne, avec ses rosiers et sa vaisselle de Limoges, est un décor de façade pour notre mariage en ruine. Une nouvelle attaque arrive, plus sournoise. Mon téléphone vibre avec des messages froids d'amis de longue date. « Claire, tout va bien? On m'a dit que tu traversais une crise. » Une autre. « Tu devrais prendre soin de ton mariage. Étienne semble si seul. » D'abord perplexe, je comprends en croisant une voisine au marché. Elle détourne le regard, gênée, et murmure quelque chose sur mon instabilité. La source? Hélène, la mère d'Étienne. Il l'a convaincue de répandre des ragots auprès de nos amis communs, peignant le portrait d'une épouse négligente au bord de la dépression. Ces mensonges, distillés avec l'élégance bourgeoise d'Hélène, me coupent d'un acte de mes soutiens. Mes amis, autrefois complices lors des soirées à Dijon, m'évitent. L'isolement me frappe comme une gifle, mais je refuse de m'effondrer. Un soir, un message de Sophie, la sœur cadette d'Étienne, rompt le silence. « On peut se voir, c'est important. » Cryptique, mais son ton sérieux me pousse à accepter. Nous nous retrouvons dans un café discret près de la place Wilson. Sophie, nerveuse, tripote sa tasse. Elle avoue avoir vu Étienne et Marc ensemble lors d'un week-end familial au chalet des parents, auquel je n'avais pas pu assister à cause d'un contrat urgent. Ce n'était pas juste un verre, Claire. Ils étaient proches. Elle baisse les yeux, honteuse. Puis, elle lâche le pire. Étienne lui a confié, après trop de vin, son plan. Attendre sa promotion pour quitter la cuisinière, prendre la moitié de mon entreprise et commencer une nouvelle vie avec Marc, l'avocat fortuné que sa famille adule. Mes actifs, mon travail, ne sont qu'un tremplin pour lui. La colère me consume, mais je canalise cette énergie. De retour chez moi, je compile mes preuves. Capture d'écran des messages avec Marc, enregistrement du salon où Étienne parle à son avocat, relevé du compte secret. Je dresse un tableau précis. 120 000 € investis dans les études d'Étienne, frais de scolarité, loyer, livres, même le costume pour son premier entretien. Chaque euro est une preuve de mon sacrifice, de sa trahison. La douleur de ces 20 ans gâchés est vive, mais ma détermination l'est plus encore. Étienne veut me détruire, je vais lui montrer que je suis plus forte qu'il ne le pense. Sophie quitte le café, me laissant seule avec ma tasse froide et une rage qui pulse dans mes veines. Ces révélations, Étienne et Marc au chalet, son plan de me quitter après sa promotion, utilisant mes actifs comme tremplin, s'ajoutent au poids des preuves que j'ai accumulées, les emails à son avocat, les 15 000 € volés, les factures falsifiées, les ragots d'Hélène qui m'ont isolée, le gala saboté par Philippe et Étienne. 20 ans de mariage, 120 000 € investis dans ses études, réduits à un complot. La maison de campagne, avec ses rosiers et son parfum de coque au vin, n'est plus un foyer, mais un champ de mine. Pourtant, je ne suis plus la Claire qui pleure en silence. Chaque trahison a forgé une détermination froide,
celle d'une femme qui a bâti une entreprise de rien et qui ne se laissera pas détruire. Je décide de frapper fort. Une idée germe. Un dîner d'urgence pour réunir la famille d'Étienne sous prétexte d'une crise dans mon entreprise. Ce sera le théâtre de ma revanche, non pour l'argent, mais pour la vérité. Je passe la journée à préparer un dossier implacable. Sur mon ordinateur, je classe les enregistrements du salon, Étienne discutant avec son avocat, riant avec Marc au téléphone. J'imprime les emails où il planifie le divorce, les relevés bancaires montrant les transferts vers son compte secret, les factures falsifiées. Mon tableau des 120 000 € dépensés pour ses études est là, chaque ligne un rappel de mon sacrifice. Je charge tout sur une tablette, prête à projeter leur trahison sous leurs yeux. Je contacte Sophie par message. Elle est hésitante, déchirée par sa loyauté familiale, mais elle accepte de rester neutre et de venir au dîner. En privé, elle me glisse « Tu mérites mieux, Claire ». Son soutien, même discret, est une lueur dans cette obscurité. Étienne, lui, devient un nerveux. Il remarque mes silences, mes regards plus durs. « Tout va bien ?» demande-t-il un soir, son ton faussement léger. Je souris, comme l'hôtesse parfaite du dîner de printemps, et réponds « Juste fatiguée ». Mais ses yeux s'attardent, comme s'il sentait un pied. Le vendredi, je prépare la maison avec une précision chirurgicale. Je dresse la table avec la vaisselle de Limoges, celle de notre mariage, pour l'ironie mordante. Chaque assiette est un symbole des vœux qu'il a brisés. Je cuisine un menu simple, bœuf bourguignon, tarte tatin, mais impeccable comme un écho du gala Saboté. Je répète mon discours dans ma tête, anticipant chaque réaction. Le choc de Bernard, la panique d'Hélène, l'arrogance de Philippe, les excuses d'Étienne. Je visualise Sophie, peut-être la seule à hocher la tête en silence. Ce dîner ne sera pas une discussion, mais une démolition. Je m'habille avec soin. Une robe bleu marine, élégante mais sobre, mes cheveux gris relevés en un chignon. Devant le miroir, je ne vois plus l'épouse blessée, mais une femme prête à reprendre le contrôle. Étienne entre, surpris par ma tenue. « Tu te fais belle pour une crise ?» Plaisante-t-il, mais sa voix tremble. « Il faut bien sauver les apparences, » dis-je, un sourire énigmatique aux lèvres. Il fronce les sourcils, mais je m'éloigne pour vérifier la table. 1 heure avant l'arrivée des invités, je cache la tablette sous un apperon à côté de mon assiette. L'enregistreur du salon est toujours en place, capturant les derniers murmures d'Étienne au téléphone, sans doute avec Marc. Je teste la connexion au téléviseur du salon où je projetterai l'épreuve. Tout est prêt. La sonnette retentit. Mon cœur bat fort, mais mes mains sont fermes. 20 ans de mensonges vont s'effondrer ce soir. Je joue l'épouse dévouée une dernière fois, mais sous ce masque, je suis une tempête, prête à faire tomber le leur. La sonnette retentit et la maison de campagne, baignée par l'odeur du bœuf bourguignon, s'emplit des voix de la famille d'Étienne. Bernard et Hélène entrent, lui avec une bouteille de Gevrey-Chambertin, elle critiquant déjà le choix des rideaux. Philippe arrive, arrogant, sa femme à son bras. Sophie, dernière, me lance un regard inquiet, comme si elle pressentait l'orage. Étienne, nerveux, ajuste sa cravate, évitant mes yeux. La vaisselle de Limoges brille sous le lustre. Ironique rappel de notre mariage brisé. Je sers le repas, jouant l'hôtesse parfaite, mais chaque sourire cache une tempête. Après l'entrée, je me lève, verre en main. À la famille, à la loyauté et à la vérité qui éclaire tout. Dis-je, ma voix ferme. Les regards se figent. Je branche ma tablette au téléviseur et diffuse l'enregistrement du jardin. Philippe raillant mon entreprise, Étienne promettant de prendre la moitié de mes actifs. La pièce devient silencieuse, pesante. Hélène couvre sa bouche, Bernard fronce les sourcils. Je montre les messages d'Étienne à Marc, sa liaison de 8 mois, les factures falsifiées, l'hypothèque annulée sur notre maison, les 15 000 € volés. 20 ans, dis-je, et 120 000 € pour tes études, Étienne. Voilà comment tu me remercies. Puis la torsion. Marc n'est pas libre, annonçai-je. Il est fiancé à Camille, une collègue d'Étienne. Je lui ai tout vous montré. La porte s'ouvre et Camille entre, pâle mais résolue. Étienne, c'est fini, déclare-t-elle. J'annule nos fiançailles. La salle explose. Bernard se lève, renversant la table dans un fracas de vaisselle brisée. Tu oses nous humilier ? Hurle-t-il, me pointant du doigt. Je reste calme. C'est vous qui m'avez trahi. Sophie se lève, surprenant tous. Claire a raison, votre avidité est honteuse, dit-elle, défiant sa famille. Étienne blême balbutie. Claire, parlons en privé. Je secoue la tête. Pas maintenant. Il quitte de la maison, Bernard vociférant, Étienne silencieux.
Seul, je contemple les débris de Limoges. Le lendemain, je déménage dans un petit appartement à Dijon avec mon chat, Minou. Les papiers vacants du divorce sont envoyés à Étienne. Mon téléphone vibre. 38 messages de lui, de la rage. Tu as tout gâché. À la supplication, on peut réparer ça. Je les lis sans répondre, puis bloque son numéro. Sophie m'écrit « La façade parfaite de la famille s'effrite ». Hélène questionne les actes d'Étienne. Je rencontre Camille dans un café. Nos blessures communes créent un lien, une solidarité inattendue. Nous parlons de nos divorces, de nos reconstructions. Cette épreuve m'a transformée. J'ai cru que mon mariage définissait ma valeur, que l'amour d'Étienne validait mes sacrifices. Mais la vérité m'a libérée. Ma force réside dans ma résilience, dans les plats que je crée, dans l'entreprise que j'ai bâtie. Les trahisons, si douloureuses soient-elles, révèlent qui nous sommes. Aujourd'hui, je cuisine pour moi, je ris avec Minou, je planifie de nouveaux contrats. Chaque pas, même modeste, est une victoire. À 52 ans, je construis une vie authentique sur des fondations solides, les miennes. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que vous avez été incompris, ignoré ou même blessé par votre propre famille. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire ou un like. Je lis tout et j'accorde beaucoup d'importance à ce que vous partagez.